Et on est live. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va laisser un petit peu arriver les gens. Bonjour, bonjour, Mélodie, Romain, Dalila. Bonjour à tous. Alors, petite question de routine. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ça sera la première question. C'est tout bon? Eh ben, parfait. Alors petit rappel, hein, sur Contrast, vous avez, un onglet de chat, ça vous l'avez découvert. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous, on va essayer, hein, d'être concis avec Christophe pour nous laisser une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. On les prendra, dans l'ordre, des votes. Et voilà, je crois que tout le monde nous a rejoints. On va pouvoir commencer. Eh ben, super, c'est parti. Hop, je partage la présentation et on est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire CMJ en partenariat avec Onclusive. Aujourd'hui, on va parler des tendances marketing 2025, mais plus particulièrement du social listening, des synergies avec le SEO et l'apport de l'IA dans tout ça. On va également parler de monitoring de médiatisation, de présence en ligne. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Christophe. Alors, on se connaît un petit peu, Christophe. Bonjour. C'est notre quatrième webinaire ensemble déjà. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et puis expliquer un petit peu ce que fait Onclusive? Oui, tout à fait. Bonjour Charlet, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Asselin. Je travaille chez Onclusive sur la partie Onclusive sociale, donc, qui était précédemment Digimine, que vous connaissez peut-être. La marque vient de changer de nom. Donc, moi, je m'occupe spécifiquement du contenu et des analyses social media et médias, puisque Onclusive est un groupe de veille et d'analyse médias globalement, c'est-à-dire qu'au-delà des médias sociaux et des réseaux sociaux, on va analyser, surveiller toute la presse TV, radio, digitale, print, traditionnelle, avec des revues de presse, des analyses d'audience, peut-être des analyses très poussées pour connaître l'impact global médiatique des différentes marques. Donc, notre spécialité, c'est notamment le social listening à travers la plateforme Onclusive Social. Qu'est-ce que c'est que le social listening? C'est un outil qui va vous permettre de surveiller tout ce qui se dit sur votre marque, vos produits ou vos dirigeants. Donc, on va collecter tous les messages disponibles en ligne, sur le web, les réseaux sociaux, mais au-delà, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On va analyser tout ça pour en tirer des insights, des informations. Typiquement, on peut détecter des tendances, des signaux faibles, capter les besoins des consommateurs, surveiller, analyser les concurrents. Donc, c'est très vaste et c'est des outils, naturellement, qui sont énormément maintenant enrichis avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà ce que je pouvais dire sur Inclusive Social et le Euh, social listening. Merci beaucoup, Christophe. Justement, aujourd'hui, on va voir comment on peut tirer parti de la puissance, hein, de cette écoute social media, notamment pour étoffer nos stratégies SEO. Puisque CMJ, on est une plateforme, on fait du SEO, on est la plateforme IA qui permet à vos équipes de produire du contenu ultra performant SEO en moins de temps. Et sans plus tarder, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, la présentation va s'articuler, hein, sur plusieurs grands axes. Le premier, c'est justement comment on va utiliser via le social listening la détection de tendances pour ensuite créer des stratégies exploitables en SEO. On va voir ensuite l'importance, hein, de la présence média et la notoriété et le poids que ça prend de nos jours en SEO. Et puis, troisième axe, c'est la connaissance des cibles, justement, hein, l'écoute social media, l'analyse de visibilité et de réputation va nous permettre ensuite d'appliquer un ton de voix adapté, notamment pour nos contenus SEO et puis plus globalement pour tous nos contenus. Comme je l'ai dit, on se gardera un petit peu du temps pour les questions-réponses à la fin. Alors, avant tout ça, est-ce que tu peux un petit peu, justement, nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, Christophe, et quel est un peu l'état des lieux sur notamment les réseaux?
Effectivement, donc on va regarder un peu le paysage avant de rentrer dans le vif du sujet, les grandes tendances. Je vais m'appuyer sur des chiffres et des études d'instituts, notamment par exemple le Reuters Institute qui tous les ans publie des informations sur la consommation des médias et du social media, sur les usages. Donc sur la dernière année qui s'est produite, donc 2024, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une baisse significative de l'utilisation de certains réseaux sociaux pour s'informer. Là, l'usage, c'est vraiment la recherche d'informations. Alors, c'est au sens large, hein. C'est la recherche d'actualité ou la recherche d'informations sur des produits ou des marques, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc, il y a une baisse significative de l'utilisation de Facebook pour s'informer. Parallèlement à une dépendance croissante à toute une gamme d'alternatives, ça va être du WhatsApp ou des réseaux sociaux vraiment vidéo de type YouTube et TikTok. Donc on voit sur le graphique qu'au fil des ans, YouTube continue à progresser et surtout TikTok qui progresse forcément dans les usages pour s'informer. Et si on creuse davantage maintenant sur TikTok, justement, slide suivante, eh bien on voit que TikTok va demeurer le réseau social le plus populaire auprès des jeunes. Et dans l'usage de recherche d'informations, il y a eu plus de points en 2024. C'est passé à 13% dans les usages recherche d'informations via TikTok sur tous les segments d'âge. Et c'est à 23% pour les 18-24 ans au niveau mondial, 20% pour la France. Donc sur ce segment des plus jeunes, on utilise beaucoup TikTok pour rechercher différents types d'informations. TikTok va donc absorber une partie des recherches. Il y a une étude, peut-être que vous l'avez vu, une étude Adobe sur ce point, qui montrait que il y avait les 2 tiers de la génération Z qui utilisaient TikTok comme un moteur de recherche, notamment pour les requêtes brandées, marques et pour rechercher, par exemple, des restaurants ou des lieux d'activité. Ça, c'est pour les réseaux sociaux, pour ces usages de recherche d'informations, mais il y a eu d'autres évolutions marquantes dans le search et par conséquent sur le SEO que je crois, Charlie, tu vas nous parler maintenant. Absolument. Petit aparté, oui, vous aurez le replay du webinaire d'ici quelques jours. Ça vous sera envoyé par email. Donc oui, Christophe, tu parlais du fait que les réseaux sociaux cannibalisent ou en tout cas prennent des parts de marché aux moteurs de recherche plus traditionnels, Google évidemment. Ça s'est beaucoup illustré ces dernières années. Et il y a un autre phénomène, c'est l'arrivée des IA génératives et de l'usage de ces IA génératives en tant que moteur de recherche. Vous avez peut-être vu le chiffre l'an dernier, ChatGPT en nombre de visites a dépassé Bing. Je crois que c'était au mois d'avril dernier. On est encore très loin de Google, mais on voit qu'il y a aussi toutes les autres IA génératives qui arrivent très fort. On parle beaucoup de DeepSeek en ce moment, de Mistral. Il y a Alibaba qui a lancé Qwen 2.5 récemment et qui fait beaucoup parler. Donc, on voit que c'est des nouveaux usages qui diluent un petit peu la visibilité sur les moteurs de recherche, en tout cas, qui rendent les canaux beaucoup plus variés pour cet usage-là. Alors, autre tendance qui est importante, qui a toujours un impact majeur sur les réseaux sociaux et sur les SEO. Vous savez qu'on parle depuis longtemps de bulles de filtre sur les réseaux sociaux qui ont tendance à vous isoler dans une tendance de conversation et auprès de certaines communautés. Et il y a ce qu'on peut appeler maintenant des bulles d'opinion qui vont se renforcer, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques politiques de plus en plus qui vont pouvoir influencer sur l'utilisation et la réputation des réseaux sociaux, sur leur usage et aussi leur réputation. Typiquement, on va prendre un exemple très caractéristique. Il y a eu des études faites sur la proximité partisane des utilisateurs par affinité politique parmi ceux qui utilisaient Twitter et X pour s'informer. En 2022, à l'époque de Twitter, aux USA, c'était par affinité politique, les utilisateurs, c'était 65% démocrates, 31% républicains. Même étude, cette fois-ci sur X en 2024, ça s'est équilibré, c'est du 48% démocrates, 47% républicains. C'est assez caractéristique, on a de plus en plus de réseaux qui sont influencés par des dynamiques politiques assez récentes. On a eu notamment une année 2024 qui a été une des plus fortes années avec des élections tout autour de la planète. Ça a beaucoup d'impact. Donc, au-delà de X, on a par exemple eu en France quelques mouvements de migration vers Blue Sky, donc avec chaque réseau X et Blue Sky qui a des communautés
et évidemment des affinités politiques un peu plus marquées que d'autres réseaux. Après, il faut toujours prendre du recul parce que sur ces réseaux, il y a le directeur de Twitter de X France qui s'exprimait cette semaine. Les Mmh. conversations sur la politique, ça concerne de 7 à 9% des conversations seulement. Un corollaire à cela, ça va être l'hétérogénéité, la mouvance, sur la slide suivante des médias sociaux. Pour capter l'opinion, il va falloir tenir compte de tous ces mouvements, hein. Vous aurez remarqué qu'il y a une instabilité des canaux sociaux qui sont disponibles pour les internautes actuellement. TikTok n'était plus dispo pendant quelques heures le 19 janvier aux USA, puis finalement il a un sursis jusqu'à début avril. Il y a eu, par rapport à ça, une migration assez forte d'utilisateurs de TikTok, notamment des créateurs de contenu de TikTok vers Xiaohongshu, c'est un peu l'Instagram chinois, hein, Little Red Book en Occident. Et puis, on sait que Blue Sky prépare un rival à Instagram. Donc, je dirais, un univers qui n'a jamais été aussi mouvant qu'actuellement, tous ces médias sociaux. Il faut relativiser bien sûr tout ça, hein, ces changements d'utilisation, parce que par exemple au niveau mondial, Threads, donc de Meta, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs, Blue Sky, c'est 30 millions, heu, certes en forte croissance, et puis Twitter, c'est toujours 548 millions d'utilisateurs actifs en France, dans le monde, et Mmh. un peu plus de 17 millions en France. Donc ça reste des utilisations très marquées. Donc il va falloir capter via le social listening les tendances et les conversations sur ces différents médias sociaux. Alors, le premier grand point qu'on va regarder maintenant, c'est effectivement comment identifier des tendances et, dans la mesure du possible, des signaux faibles pour créer sa stratégie de contenu SEO. Donc, on va se mettre en situation, finalement. On va se dire, bah, allez, on est du côté pro, on va avoir par exemple à travailler sur le marché des cosmétiques et pour détecter des tendances. Donc, avec les outils de social listening, vous allez pouvoir capter des grandes tendances, et il va y avoir un vrai apport de l'IA. Alors là, c'est pas un buzzword, hein, c'est vraiment du Mmh. machine learning et du deep learning pour facilement détecter des pics et analyser sur tous ces pics. Vous allez gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire plutôt qu'avoir à lire énormément de mentions. Qu'est-ce qui fait un pic? Il y a beaucoup de mentions hétérogènes qui peuvent former un pic de tendance. Eh bien, avec l'IA, on va pouvoir avoir des analyses automatisées à la fois quantitatives. Quels concepts montent, quels autres baissent, quelles sont les conversations qui génèrent le buzz. Et puis surtout, on va avoir une synthèse qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces tendances. Donc, par exemple, je surveille, j'analyse le marché beauté cosmétique en général. Je vais pouvoir détecter des grandes tendances ou des plus petites tendances de rupture, de style de vie, de consommation. Par exemple, là, sur l'exemple du marché de la cosmétique, on a détesté des petites tendances de consommation naissantes concernant les lash clusters. Alors, qu'est-ce que c'est que les lash clusters? C'est des cils en grappe, des cils en bouquet. Ce n'est pas des extensions de cils, c'est un peu plus volumineux. On va vous expliquer ça. Et donc, c'est le genre de petites tendances qu'on peut détecter. Et si on regarde plus en détail sur l'autre slide, Ouais. on peut, avec le social listening, avoir une vraie granularité. C'est-à-dire que certes, vous pouvez analyser des tendances très larges, mais vous pouvez faire une analyse exploratoire beaucoup plus en avant. Par exemple, vous regardez le marché de la cosmétique, vous pouvez avoir différents produits, maquillage, soins de la peau, hygiène. Vous vous dites, tiens, je vais regarder plus précisément le maquillage. Vous avez ensuite le visage, le teint, les lèvres et les yeux en produits possibles. Vous dites, je vais m'attarder sur le marché des produits de maquillage pour les yeux, et dans les yeux, choisir le type de tendance de produit. Et là, on voit que il y a les fameux lash clusters qui arrivent juste derrière le mascara. Donc, il y a une tendance qui peut être intéressante sur laquelle se positionner. Mais il va y avoir d'autres moyens de valider, de confirmer la recherche de signaux faibles comme cela. Et je crois que Charlie, tu vas nous montrer maintenant. Bah oui, tout à fait, Christophe. Alors, déjà très impressionnant, là, tu nous montres via un outil de social listening comment en 2 temps, 3 mouvements, je peux détecter des signaux faibles, des tendances émergentes. On va toujours, se mettre en situation. Donc admettons, l'information remonte, à l'équipe SEO. Ce que je vais faire, c'est déjà essayer de compléter cette recherche de signaux faibles et de tendances émergentes, et puis, essayer de la valider. Alors là, je vous ai mis quelques outils, c'est pas tout. C'est pas exhaustif, mais c'est des outils que j'aime bien et qui sont gratuits, notamment l'extension Glimpse, hein, que j'aime beaucoup, qui se plug à Google Trends.
Je crois qu'en gratuit, vous avez une dizaine de recherches par mois, ce qui est déjà pas mal, qui vous permettent de mettre en corrélation des tendances et des volumes de recherche, et puis aussi de débroussailler un peu Google Trends, qui peut être compliqué à utiliser tel quel. Exploding Topic, je vous en avais déjà parlé il y a quelques années, mais qui marche toujours très bien. Pinterest Trend, il y a des sites spécialisés aussi, Trend Hunter, Product Hunt, etc. D'autres techniques, alors plus pour le retail, e-commerce, si vous cherchez des nouveaux produits qui sont émergents, qui commencent à faire parler. Première technique, la méthode Shopify, vous pouvez aller espionner vos concurrents s'ils utilisent un Shopify. En ajoutant ce paramètre, vous allez pouvoir voir, détecter quels sont leurs best-sellers. Et ça peut éventuellement vous donner l'inspiration produit. Des pages qui fonctionnent toujours très bien pour les détecteurs de nouveaux produits, ça va être la page best-seller d'Amazon, évidemment, celle d'Alibaba, tout ce genre de pages-là. C'est souvent des mines d'or pour la détection de nouveaux produits. Alors, je reviens sur notre exemple. Tu parlais des Lash Clusters, donc c'est un nouveau type d'extension de cils qui a beaucoup explosé en 2024. Là, on le voit dans Exploding Topic. Ce que j'aime bien, c'est que donc, sur ce site, vous pouvez tout simplement faire des recherches ciblées par industrie, donc pour beauté, ça peut être fitness, sport, technologie, etc. Sur le côté fitness, on a les tapis de marche qui sont aussi la grande mode en ce moment, qui est un peu liée aussi à la mode du standing desk. Simos Gummies, donc les bonbons à la mousse de mer, plutôt au niveau des compléments alimentaires, etc. On peut trouver de cette manière énormément de pistes. On va valider et compléter via d'autres outils. Donc, vous connaissez Google Trends. Alors, petite astuce sur Google Trends. Donc là, j'ai mis les 5 dernières années. En vérité, pour être encore plus fin, on pourrait mettre les 2 dernières années. Vous paramétrez sur les États-Unis, puisque le but, c'est d'avoir des tendances émergentes, donc des choses qui sont pas forcément visibles chez nous, où en fait les outils n'ont pas encore capté ces signaux, donc les volumes de recherche vont être très faibles, mais quand on analyse aux États-Unis, on va supposer, que, comme c'est souvent le cas, que la tendance va arriver d'ici quelques mois chez nous. Je ne vous conseille pas de mettre sur les 12 derniers mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la saisonnalité. Donc, ça va vous donner pas mal de faux positifs avec des pics qui sont en fait pas significatifs au niveau statistique. Et puis, pour confirmer ça, on va aussi regarder d'autres outils. Moi, j'aime bien Pinterest Trends, qui est un outil qui marche qu'en anglais, mais c'est pas grave, justement. On veut les tendances en anglais. Et là, on voit que en tout cas sur ce réseau social, Lash Clusters, pour reprendre l'exemple, a complètement explosé cette année. Donc très intéressant. Pourquoi nous, c'est avantageux d'un point de vue SEO de faire la détection de tendance très en amont comme ça, avant même qu'on ait des volumes de recherche en France, avant même que ça apparaisse dans nos outils classiques. Il y a 2 avantages. Le premier, c'est la temporalité. Le contenu, ça demande du temps. Évidemment, si je sais que cette tendance va émerger d'ici quelques mois, ça me laisse le temps de préparer mon planning édito, ma création des briefs. Alors, si vous utilisez un outil de création de briefs tel que Samji, c'est quasiment instantané, mais sinon, ça prend du temps. La production de contenu, là encore, si vous utilisez des rédacteurs humains qu'il faut briefer, ou si vous utilisez l'IA, ça ne va pas prendre autant de temps. Puis il y a toute la partie intégration, et puis le pic de performance. On sait qu'un contenu SEO, ça met 6 à 9 semaines à atteindre son pic de potentiel. Et puis, autre avantage, c'est le côté concurrentiel. On est sur des océans bleus. Il y a très peu de gens en France sur mon marché qui parlent des bouquets de cils ou des cils en grappe. Pour la traduction française de Lash Clusters, c'est que c'est vraiment tout nouveau. Il y a quelques sites spécialisés, on va le voir, mais pas grand monde. Donc la concurrence SEO, elle est très très faible. Je ne parle même pas de la concurrence netlinking. Donc le budget netlinking, il va être quasi nul avec des contenus bien fichus, bien ficelés et une bonne stratégie édito. Je vais pouvoir rapidement me positionner. Autre avantage, c'est que je vais me positionner avant les géants du secteur. On sait très bien que d'ici quelques mois, tous les géants, là, par exemple, pour cet exemple-là, tous les Sephora, MAC Cosmetics, etc., vont truster les premières places, mais j'ai quand même une fenêtre où je peux tout simplement m'établir comme étant pionnier et puis leader sur la thématique. Et puis, autre avantage, là, c'est un peu nouveau, c'est être visible dans les IA de recherche, dans les chats GPT, les Perplexity, etc. Si je suis la seule source d'informations en langue française sur ce sujet, j'ai plus de chances de ressortir.
Donc la première partie de la stratégie, ça va consister déjà à regarder l'état des lieux de la concurrence. Là, je vais donc sur Bucket Seal, alors je vais faire plusieurs essais, hein, Lash Clusters, Bucket Seal, Seal en grappe, je vais chercher des variations, mais je vois que globalement, j'ai quelques acteurs spécialisés et avec un outil comme Ahref, SEMrush ou votre outil préféré, vous allez déjà voir combien ils ont de contenu sur la thématique. Donc là, si je file sur les contenus qui contiennent bouquet ou cluster ou seal ou que sais-je. Là, je vois que le premier concurrent a une vingtaine de contenus là-dessus. Si ensuite je vais voir le détail des contenus, je vois qu'ils ne sont pas très étoffés. J'ai en tout et pour tout, je crois, un contenu blog informatif, sinon c'est quasiment que des pages e-commerce. Donc, au niveau du contenu, il y a de la place. On va faire ça sur à peu près les 5 premiers résultats de la SERP pour voir un peu l'état de la concurrence. Puis ensuite, on va bâtir la stratégie édito, on va raisonner en cocon sémantique ou en, voilà, ou en silo si vous préférez. On va utiliser des outils traditionnels. On va tous les mettre en anglais, là encore, parce qu'on n'a quasiment pas de résultats pour la France. Donc, Answer du public, Also Ask pour tout ce qui va être collecte des PA, donc des questions les plus posées sur Internet. On peut éventuellement s'aider de ChatGPT pour de l'inspiration, compléter avec Google Trends, et puis enfin, consolider tout ça avec Ahref, SEMrush ou d'autres outils SEO qui vont nous faire remonter les principales recherches. Là, pour continuer avec l'exemple des Lash Clusters, sur Answer de public, je vais avoir des idées de contenu. Donc, quels sont les meilleurs, combien de temps ça dure, quels sont les risques. Là, une des questions, c'est est-ce que les Lash Clusters peuvent provoquer des orgelets, etc. Donc, je vois que j'ai la thématique un peu du risque. Donc ça, c'est intéressant de faire un article là-dessus, éventuellement. Also Ask va me donner d'autres idées. Est-ce que je peux nager avec? Comment je les pose, etc. Est-ce que je peux appliquer du mascara par-dessus? Là encore, plein d'autres idées de contenu. Je ne suis pas obligé de tout traiter. Je peux les regrouper en famille, hein, la famille des risques, la famille des conseils d'utilisation, la famille du rapport qualité-prix, combien ça coûte, combien de temps ça dure, etc. Dans Ahref, je vais avoir encore d'autres questions. Ces outils-là, notamment Ahref, vous donnent un score KD, donc Keyword Difficulty, donc l'indicateur de difficulté sur ces mots-clés-là. Je vois d'une part que déjà les volumes sont pas mal pour l'informationnel et surtout qu'on est quasiment à 0 difficulté partout parce que c'est une tendance émergente, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont vraiment positionnés de manière forte là-dessus et que, encore une fois, il y a très peu de netlinking. Et enfin, je vais compléter aussi avec les recherches réseaux sociaux. Donc là, pour reprendre Pinterest Trend, sur Lash Clusters, dans les recherches associées connexes, je vais avoir la notion de cluster map ou mapping. Donc c'est quoi? C'est des gens qui font des tutos avec un peu des cartes pour t'indiquer, Christophe, comment tu vas poser tes cils de manière à un peu customiser pour obtenir tel ou tel effet. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi un type de contenu dont je peux m'inspirer et je peux, pourquoi pas, créer une ressource sur mon site, créer un tuto, une vidéo, selon la niche, un simulateur, etc. Enfin, voilà, on peut créer des outils comme ça. Et donc ça, c'est un premier exemple, comment on va rapidement détecter une tendance de A à Z, aller analyser la concurrence et puis ensuite commencer à bâtir une stratégie édito pour être en avance sur tous les autres. Mais il y a d'autres aspects de cette écoute social listening et plus globalement étude de visibilité, c'est simplement regarder quelle est la perception de ma marque et quelle est sa notoriété en ligne. Oui, tout à fait. Merci Charlet, merci pour tous ces conseils d'outils et de stratégie de contenu. On vient de voir comment détecter des tendances, voire des signaux faibles pour définir un share, votre com, vos RP, votre contenu. Et il y a un autre point effectivement très important, c'est la présence média et la notoriété. Et on va pouvoir mesurer cette visibilité, cette présence média à travers 3 axes qui se complètent. La notoriété, est-ce qu'on parle de ma marque? La perception, comment est-ce qu'on en parle? Et puis, la mesure aussi des messages de votre marque, c'est-à-dire les réactions des consommateurs à votre contenu, à votre communication, à vos messages. Si on regarde maintenant en détail ces 3 axes-là, alors tout d'abord la notoriété de la marque.
En earned media sur social media, c'est-à-dire toutes les conversations spontanées des internautes. Mmh. On va regarder quels canaux dominent et quel type de contenu. Donc, il s'agit d'évaluer le poids de chaque canal dans les conversations à propos de votre marque et le cas échéant des canaux mainstream média. Parce il va y avoir certaines marques qui vont avoir une présence web qui va être renforcée par des mentions explicites en TV, radio ou voire presse. Hein, les exemples très connus, c'est carglass.fr comme j'aime.fr qui sont des sites et qui sont rabâchés dans les publicités TV et radio pour bien capter les gens qui partiraient sur des sites concurrents. Évidemment, eh bien, ils vont avoir une présence web qui va être renforcée par ces messages avec notamment un fort direct traffic et organic search. Et puis, il y a des indicateurs de notoriété qu'on va utiliser en faisant de la veille social média. Le classique nombre de mentions, voir s'il y a une croissance de ces mentions en fonction des différentes campagnes qu'on fait. Et le reach, très utilisé, c'est-à-dire le nombre de personnes potentiellement impactées par les messages et les conversations au sujet de la marque. Si on détaille, on voit qu'il va falloir comparer tout ça aux concurrents. Hein. On se Mmh. compare toujours aux concurrents pour se positionner, et notamment avec les parts de voix. Donc là, il y a un exemple à gauche, c'est les parts de voix à un moment donné, hein, c'est pas dans l'absolu, sur un mois, les parts de voix dans le domaine des grandes surfaces de bricolage. Mmh. Les parts de voix, c'est intéressant, c'est un indicateur de marketing digital très utilisé. Parfois, c'est l'indicateur numéro un de grandes marques qui vont utiliser pour piloter toute leur activité. Alors, ils vont l'affiner hein, par région, par ligne de produit, par gamme, par un produit très précis, mais ça va être leur premier KPI très souvent. Donc, on va avoir différentes parts de voix et ensuite on va comparer ces parts de voix par canaux pour les différents concurrents. Donc ici, dans le domaine du bricolage, on va voir que Laura Merlin, sur la matrice que vous voyez au centre, a énormément de messages encore sur Twitter et très fort sur Instagram notamment. Ça, c'est une analyse très, très quantitative et on peut aller au-delà du quantitatif. On peut faire une analyse, je suis toujours sur la slide précédente, Pardon. une analyse qualitative. Si on regarde les mentions à propos de la marque Laura Merlin, qu'on regarde les mentions qui ont le plus fort reach, eh bien on voit des mentions qui sont très présentes sur Instagram. Donc, on voit que c'est un canal vraiment important autour de cette marque. Si on creuse un petit peu, merci. On va regarder maintenant ce qu'on appelle le own media, donc c'est-à-dire la performance de la marque sur ses propres comptes sociaux, compte LinkedIn, X, TikTok, bien sûr, Instagram. La performance en termes de contenu, en termes de messages, le ton, le format et en termes d'indicateurs qualitatifs comme les likes ou les taux d'engagement. Et donc pour déterminer les messages les plus engageants et comprendre pourquoi. Donc ça aide à comprendre le positionnement de la marque. Donc par exemple, on voit que ce qui Mmh. fait la notoriété de Laura Merlin en haut de médias, c'est notamment qu'il y a des publications bien réparties entre Insta, Facebook et TikTok. Il y a des très fortes vues sur TikTok, donc une très forte notoriété sur TikTok, mais toujours un engagement très fort et très qualitatif sur Instagram, avec au-delà des vanity metrics, des commentaires assez qualitatifs. Et puis on repère avec le ton des messages et le contenu que la décoration, ça va être l'axe de message le plus engageant pour Laura Merlin, comparativement à ses concurrents plus ou moins frontaux, qui peuvent être Castorama ou Bricomarché, qui vont être davantage centrés par nature sur les produits de bricolage. Et donc cet axe décoration, ce sera important d'en tenir compte pour votre contenu. Donc ça, c'était pour l'aspect notoriété. Deuxième axe, la perception. Perception de la marque. Comment on parle de la marque, comment on parle de votre marque, c'est positif, c'est négatif, c'est neutre. Donc, vous savez peut-être qu'on parle depuis longtemps de l'analyse des sentiments dans le domaine du social media listening, ce qu'on appelle aussi l'analyse de tonalité. Il s'agit de qualifier automatiquement les messages comme positifs, négatifs ou neutres. On a souvent critiqué le taux de pertinence hein, parce que ça allait Mmh. très bien pour qualifier automatiquement un message assez long sur un forum, par exemple, ou Mmh. dans un blog. Mais quand il s'agit de qualifier un tweet de quelques mots, ça devenait plus compliqué. Mais voilà, avec le renforcement des algorithmes de machine learning combinés avec le traitement langage naturel, on a de moins en moins de silence, c'est-à-dire des mentions non qualifiées, et de moins en moins d'erreurs. Et on a une pertinence maintenant qui est entre 95 et 98
même pour des messages très courts. Donc là où on avait du mal avant avec les techniques traditionnelles, avant l'intelligence artificielle, de qualifier des messages comme ceux que vous avez à gauche, qui sont des messages un peu ironiques, où il y a une personne qui remercie Air France, mais c'est un peu du cynisme parce qu'il était en retard. Et bien maintenant, cette qualification de message un peu ambiguë, elle va, via le machine learning, être très efficace parce qu'on va donner à manger en quelque sorte à l'algorithme. On va qualifier pour lui quelques dizaines de messages. Il va vous redemander de temps en temps de qualifier quelques messages quand le contexte change un peu et ensuite il va pouvoir qualifier ces messages et même des marques qui étaient assez ambiguës. Avant, c'était un peu compliqué de surveiller Orange, Boulanger ou par exemple Target aux USA, hein, faire la différence entre boulanger, l'électronique ou mon boulanger. Maintenant, c'est devenu très simple. Via le machine learning, vous apprenez très vite à qualifier à la machine ce genre de mention donc pour connaître la perception de votre marque. Et ensuite, on peut voir que la perception de la marque, elle va être non pas globale, mais elle va se constituer de tout un tas de drivers de réputation, de facteurs, autant de briques qui font la réputation d'une marque. Par Mmh. exemple, la réputation d'une marque une grande surface de bricolage ou autre, et il va y avoir une réputation corporate globale. Vous savez que par exemple, parfois au niveau négatif, il y a des appels au boycott. Ces appels au boycott, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va donner son sentiment sur les conseils des vendeurs, sur les produits salle de bain par exemple. Donc il va falloir détailler tout ça. C'est ce qu'on a à l'écran, par exemple à gauche, on va avoir l'analyse des sentiments par driver de réputation. Donc ça va être le site web, les prix, les vendeurs, très important, le conseil vendeur en bricolage, ou la réputation corporate globale par rapport aux campagnes de communication. Donc, on a vu la notoriété, on a vu la perception et troisième point maintenant, on analyse les réactions aux messages des marques. Mesurer les réactions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a des commentaires et quel type de commentaires il y a à vos messages, donc à des campagnes digitales ou des campagnes, des réactions à des campagnes mainstream média, TV, radio par exemple. Là, je reprends un exemple volontairement qui est un petit peu ancien mais qui est très caractéristique, qui est très intéressant. C'est l'exemple de Burger King. Vous savez peut-être que Burger King, c'est une marque qui a une bonne notoriété, voire très bonne notoriété, une forte adhésion, notamment avec le travail des différentes agences de com, hein. C'est un challenger et donc ils mettent beaucoup l'accent sur les campagnes de communication et la personnalisation des messages. Et parfois, les campagnes, elles se heurtent un peu à l'actualité. Là, c'était le cas il y a quelques temps, le périphérique parisien était passé à 30 km/h. Ils ont exploité ce message-là sous le ton plus ou moins humoristique et ça n'a pas plu, hein. Il y a eu des messages en disant bah, faut pas rigoler avec la sécurité routière, cette fois-ci, c'est pas terrible. Alors, il faut toujours prendre du recul hein, sur l'analyse et les réactions aux messages de marque. Faut pas surréagir ou sous-réagir. Donc là, mesurer le volume de messages négatifs par rapport à l'ensemble des messages, voir si parmi ces messages, il y a des émetteurs qui ont du poids. C'était le cas là, par exemple, parce qu'il y avait des élus parisiens qui s'étaient exprimés. C'est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on a souvent des messages de marque qui peuvent être pollués par l'actualité. C'était le cas, par exemple, un exemple très caractéristique lorsqu'il y a eu il y a plus de 5 ans maintenant, les moteurs truqués, la révélation des moteurs truqués pour Volkswagen, eh bien, tous ces messages sur les médias sociaux ou ailleurs étaient noyés sous les critiques. Mais parfois, il y a des réactions à des messages de marque beaucoup plus classiques. Donc, c'est ce qu'on voit après. Et ce qui est intéressant avec les algorithmes de machine learning et d'IA générative, c'est qu'on va pouvoir synthétiser tous les messages en réaction aux messages de marque, les commentaires. Par exemple, si on fait une tri par interaction sur tous les messages donc à propos de la marque Leroy Merlin, par interaction, bah, ça va concerner davantage les produits et les aménagements de décoration. Si on fait maintenant un tri par reach, par nombre de personnes potentiellement touchées, ça va être plutôt les informations corporate, malheureusement sur les licenciements ou sur les stratégies d'influence qui vont apparaître. Dans les 2 cas, interaction ou reach, c'est des réactions au message de la marque, mais ça va être des axes soit corporate, soit produit, soit expérience client. Donc, ces différents tris, ça permet d'avoir une bonne vision des messages de la marque. Et puis, il y a un autre exemple, c'est qu'il va falloir adapter votre contenu vraiment aux réactions, aux sentiments par rapport
à ce que vous voulez transmettre, ce que la marque veut transmettre. Donc Nike, avec les outils de social listening, avait identifié les domaines dans lesquels il y avait ce qu'on appelle un mauvais alignement entre le message et la perception de la marque. Ils avaient fait une analyse sur plusieurs trimestres en captant 300 000 mentions sur les réseaux, les commentaires des messages axés sur les valeurs de leur marque qui étaient comprises ou incomprises. La valeur de Nike, c'est motivation, authenticité, inspiration, innovation. Ils s'étaient aperçus que sur 3 produits, il y avait un désalignement entre message de valeur et perception de la marque. Par exemple, que sur certains produits de chaussures, le caractère d'innovation n'était pas suffisamment perçu comme tel. Et donc, ils ont corrigé leur message en fonction de cette perception, de ce désalignement de la perception des consommateurs, en vulgarisant, en expliquant davantage et en s'adaptant davantage aux spécificités locales. Ça, c'est avec le social listening, et Charlie va nous montrer maintenant que cette visibilité va être essentielle en SEO. Bien sûr. Alors là, tu nous parles beaucoup de branding, en fait, et de visibilité, notoriété de la marque. On peut se poser la question, oui, d'accord, mais quel rapport avec le référencement organique? C'est des disciplines différentes. De moins en moins, de moins en moins. Et moi, j'aime bien cette citation connue de Rand Fishkin, qui date déjà d'il y a 10 ans, et en fait, qui est toujours d'actualité plus que jamais. Il expliquait en 2004, avoir un bon SEO va vous rendre remarquable sur Internet. En 2014, c'est le fait d'être remarquable sur Internet qui va améliorer votre SEO. Et là, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant et que ces dernières années. Alors, on a eu des mises à jour, vous le savez certainement, en 2024, Mars Core Update, August, December, toutes ces mises à jour, globalement, ont contribué à renforcer souvent les sites qui étaient déjà géants, les sites qui étaient déjà leaders. Et tu parlais de la part de voix, les sites qui avaient une part de voix dans la conversation en ligne très importante. Il y avait cette étude d'SEO Boost qui disait que 65% des experts SEO estiment que les mises à jour de l'algorithme ont favorisé les sites à forte notoriété. Donc le branding a vraiment de plus en plus d'importance. Et puis la notoriété globale. Et alors là, pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, si je prends ne serait-ce que Wikipédia, qui est quand même le site, un des sites les plus visités dans le monde, et même en France, c'était le cas en 2023, c'était déjà un énorme site. Si je regarde maintenant, ils ont fait plus de 50% de trafic en 2 ans. Donc ils continuent, ils étaient déjà leaders, ils continuent d'être encore plus visibles qu'avant. Alors il y a plusieurs explications à ça. Alors ça remonte un petit peu aux directives anti-fake news de Google, 2018, même un peu avant. En fait, Google maintenant cherche à garantir la fiabilité de l'information. Ils sont pas toujours capables de le faire de manière algorithmique. Faut pas croire que Google va lire un contenu sur comment je traite le cancer et a des compétences scientifiques suffisantes pour dire ah oui, ça c'est tout à fait juste, ça c'est tout à fait vrai. Il va beaucoup se fier en fait à qui parle. Et du coup, il va avoir tendance à beaucoup accorder de confiance aux sites très, très connus, très recherchés, très demandés. Ils sont conscients du problème parce que ils l'ont dit dans un communiqué, pour la question des petits sites versus les gros sites, on sait que ça ne devrait pas toujours être le cas. Le fait que les gros sites ont de plus en plus l'avantage et sont encore plus visibles, et c'est de plus en plus difficile pour des éditeurs plus modestes de ressortir. On le sait, on devrait dans tous les cas toujours récompenser le meilleur contenu, peu importe la taille du site, et on va essayer de s'améliorer. Donc ils le savent, mais à l'heure actuelle en tout cas, on va dire que c'est comme ça. Alors c'est comme ça, on peut l'expliquer un peu de manière technique, puisque vous savez peut-être qu'il y a eu un leak massif d'une partie de l'algorithme de Google, des 14 000 critères Google qui ont fuité. Donc c'était un peu un tremblement de terre dans la sphère SEO l'été dernier. Alors si on analyse ça, on ne va pas le faire en détail. Alors juste je reviens. Si ça vous intéresse, le sujet, on a fait un webinaire complet d'analyse cette fuite Google que vous pouvez retrouver sur le site de SMJ. On a également mis au point un GPTs, un agent GPT qui a absorbé donc toute la data et que vous pouvez interroger donc gratuitement et qui va un petit peu vous simplifier ça, parce que là, comme vous pouvez le voir, ça se présente c'est 7000 pages comme ça. C'est un petit peu compliqué à analyser pour un humain.
Donc, ça montre des choses qu'on connaissait déjà. La notoriété, elle se traduit de manière très simple et depuis toujours pour Google par les backlinks, ça on sait. Les backlinks, donc le PageRank, la puissance d'une URL. Et donc il y a ces modules-là, donc ça on l'a découvert, qui servent à ça, entre autres, PageRank 2, le PageRank de la homepage spécifiquement. Il y a également une notion de Domain Authority, donc qui est un module spécial dans Google, qu'on a découvert dans la suite. Google a toujours dit qu'ils n'avaient pas de score de Domain Authority. Bah, le fait est qu'en tout cas, ils en ont un et ils ont un critère qui s'appelle comme ça. Donc ça, on sait. Mais il y a également tout le scoring de la visibilité, de la réputation, ce qu'on appelle les implied links, donc les liens implicites qui sont simplement des mentions sans qu'il y ait forcément un lien en dur. Et ça, on sait que Google, alors ça fait déjà des années qu'il nous avait dit qu'il le regardait, et on a la confirmation. On a le module de Host NSR, NSR Data Pro. C'est des modules a priori qui auraient pour but de juger de la qualité et de la réputation d'une marque. On a un module intéressant, c'est Queries for which official, c'est-à-dire qu'il y a certaines requêtes pour lesquelles il y a un bonus de ranking pour les sites officiels. Typiquement, des points gouv, des points édu, il y a on va dire des places réservées à ça. En tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Repository WebRef Entity, c'est en fait la puissance de votre entité de marque. Est-ce que voilà, le logo, le ton de marque, toutes ces choses-là, la visibilité, la conversation que ça génère. L'âge du domaine également est un critère. Donc, est-ce que vous êtes établi depuis longtemps ou pas, etc. Donc, il y a plein de critères comme ça, même si on est dans l'interprétation, mais en tout cas, il y a des gros indices qui nous indiquent que la réputation est importante. Je vais reprendre ton exemple, là, Christophe, tu parlais de Leroy Merlin qui était particulièrement présent sur la thématique déco. Et il y a des vertus en SEO parce qu'on le voit sur des requêtes. Alors, ce n'est pas la seule, il y en a plein, mais du style papier peint salon. Je vais avoir en Google Suggest papier peint salon Leroy Merlin. D'ailleurs, on constate que c'est la seule marque suggérée ici. Donc, d'une part, ça permet déjà d'orienter une partie de la recherche directement vers Leroy Merlin. D'autre part, donc ça, c'est lié au fait que beaucoup de gens font cette recherche-là. Mais Google va l'interpréter pour se dire qu'il y a une partie de ma cible qui veut chercher et qui veut trouver pour ce type de requête un certain type de site. Ça, c'est très intéressant et ça va avoir du poids. Donc, si on résume un peu au niveau de ce qui est utile pour le SEO, dans cet aspect branding, ça rejoint tes points sur notoriété, perception, message, mais formulé différemment, c'est est-ce que ma marque génère de la conversation. Vous pouvez très facilement faire une commande Google marque nom de domaine, donc pour exclure tout ce qui provient de votre site à vous et voir quelles sont les conversations externes que ça génère, avec ou sans lien. Ma marque joue-t-elle d'une bonne réputation? Donc, le sentiment, ça, on sait que Google l'évalue. Donc, le sentiment, c'est quoi? C'est les avis, que ce soit les avis Google, les avis sur les sites d'avis vérifiés, conversations sur les forums, etc. Important. Les auteurs sont-ils reconnus ou est-ce qu'il y a des sources reconnues qui me citent? Évidemment, si je vais avoir ma marque citée, donc là, ça rejoint aussi le travail du pôle RP, notamment. Ma marque citée sur des sites de référence, sur des gros médias, etc., ça va avoir du poids. Et puis, enfin, tout ça, ça découle sur autre chose, c'est ma marque génère-t-elle des recherches Google? Donc ça, c'est lié à la conversation, c'est est-ce qu'on parle de moi, mais surtout, est-ce que les gens me recherchent? Et ça, on sait que ça prend de plus en plus d'importance. Et c'est ce qu'on appelle la demande navigationnelle. Et plus on a de demandes navigationnelles, mieux c'est aussi pour mes mots-clés. Typiquement, le nom de mon produit plus la marque, ça vraiment indique au moteur que mon produit est fortement associé à mon nom de marque. Donc très important. Donc, on a vu deux aspects, l'aspect identification des tendances, l'aspect monitoring de cette visibilité-là et comment l'améliorer. Puis, un autre aspect, c'est, une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'adresse à notre cible. Tout à fait, Charlie, merci. Oui, donc tendance, présence média, notoriété, et maintenant il reste à analyser l'audience. On va se mettre là encore en situation. Comment analysez-vous aussi votre audience pour ensuite imaginer le brand voice adapté, c'est-à-dire le contenu adapté par les différentes équipes, que ce soit com, RP, contenu
et SEO pour l'optimisation. Donc grâce au social listening, des outils comme Inclusive Social, vous allez pouvoir capter les conversations en ligne et identifier ce qui est populaire auprès des consommateurs, mais aussi pourquoi pas des médias et des influenceurs. Donc là, sur un dashboard consacré aux produits des soins de la peau, avec un focus sur certaines marques comme Dove, on a rassemblé sur une vue unique les mentions social media et les analyses thématiques de ces mentions social media, par type de sujet, par produit, par sentiment, par exemple sur une crème, un type de soin, par type d'usage et de pratique. On va collecter, analyser des messages qui peuvent être précurseurs d'évolution de pratique, hein, de style de consommation. Par exemple, il y a certains consommateurs, un peu comme pour la consommation de vêtements, Mmh. certains consommateurs qui mixent des produits de luxe et des produits plus moyens de gamme pour le soin de leur corps. Là, quand je parle de la compréhension de l'audience, ça peut être sur une audience très large, tous ceux qui consomment des produits de soins ou d'hygiène, de type de Dove, ou une audience plus précise, hein, cibler uniquement les adolescents et les jeunes adultes pour les produits de soins de la peau uniquement. C'est à vous de décider à travers les filtres et les mots-clés, évidemment. Ça concerne vos produits et toujours intéressant de mesurer, de capter les usages et les attentes des consommateurs pour les produits concurrents, évidemment, pour se comparer. Et autre point, ça va être analyser les attentes, en identifiant les goûts des consommateurs envers les contenus, des médias, des influenceurs et donc généralement des leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'au-delà des conversations spontanées, en médias, on va regarder aussi leurs réactions, leurs likes, leur adhésion à des messages et des discours très spécifiques des influenceurs. Donc, on regarde les caractéristiques socio-démographiques des médias, des leaders d'opinion et différentes professions. Donc, là, pour les soins de la peau, il va y avoir des blogueurs, des célébrités, des pharmaciens, des microbiologistes qui s'expriment. On va regarder s'il y a une adhésion ou non et des commentaires des consommateurs envers ces influenceurs. Donc là, on voit qu'il y a sur ce marché des soins de la peau, il y a souvent des marques qui s'expriment, des instituts de beauté, des esthéticiens, des diététiciennes aussi. On voit qu'il y a une adhésion au discours des pharmaciens et des parapharmaciens aussi et de certains médecins. Pour, le marché skincare et pour Dove, Dove, il se positionne dans la ligne de la beauté réelle, la beauté authentique et sur les différents types de beauté plus inclusive. Et on voit que ceux qui suivent la marque Dove, ils sont moins sensibles aux influenceurs beauté classiques et encore moins aux stars et aux acteurs qui feraient la promotion de produits de beauté. Ils sont davantage sensibles aux vrais gens, par exemple aux routines, aux témoignages d'étudiants et d'étudiantes. Il y a une bonne adhésion aux influenceurs bien-être aussi qui citent les routines de soins parmi d'autres routines quotidiennes. Tout ça pour vous dire que on va mieux comprendre en captant tous ces insights l'alignement des valeurs de la marque, une marque comme Dove par exemple, par rapport à ce que souhaitent ses consommateurs. Et une fois que vous avez bien dessiné en quelque sorte le profil de vos cibles, de votre audience, vous allez pouvoir justement passer la main à votre équipe SEO, contenu ou communication qui va pouvoir construire, optimiser le contenu adapté. Oui, tout à fait, effectivement, ça, c'est important, hein. On a ce retour de notre cible ou de nos clients. Comment on va faire si on n'a pas déjà défini une charte édito? On va pouvoir le faire, et s'en inspirer. Donc on va se poser des questions très simples, hein, et ça, nous, on constate, hein, chez SMJ que, même, certaines grandes marques, n'ont pas de charte édito ou n'ont pas un ton de voix très affirmé ou n'ont pas eu encore cette, conversation-là, et c'est quelque chose qui va prendre de l'importance. Donc, nous, on vous invite à commencer à avoir cette réflexion-là. Comment on s'adresse aux gens, hein, vouvoiement, tutoiement? Est-ce qu'il y a des éléments de langage à répéter? Par exemple, un groupe comme Total, par exemple, il y a quelques années, a changé sa com et dans tous les communiqués, se référait comme notre compagnie. Voilà, c'est pas notre entreprise, notre société, c'était toujours notre compagnie, etc. Donc voilà, exemple d'éléments de langage à répéter dans les contenus. Quid du ton? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est scientifique, explicative? Et puis du degré d'expertise, est-ce qu'on va faire des contenus, par exemple pour Dove, on n'a pas des contenus avec tout un tas de chiffres, le détail des principes actifs, etc., des notions scientifiques. Est-ce qu'on va être plutôt dans la pédagogie, plutôt dans le feeling, dans le sentiment? Voilà. Donc là, pour l'exemple de Dove, les principaux axes, hein, c'est de la communication et du ton de marque. Ça va être inclusion, body positive, tout ce qui est féminisme, engagement sociétal. Tu l'as dit, hein, la beauté réelle, donc l'authenticité, la transparence,
la notion de douceur et de bien-être qui revient très, très souvent, et puis empowerment, confiance en soi, l'idée que, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Comment ensuite on va, essayer d'infuser ça, y compris dans nos contenus SEO? On a plusieurs manières de le faire, hein. Bon, la manière, classique, c'est via mes rédacteurs ou mes équipes de rédacteurs externes ou mes agences de rédaction offshore et cetera, si vous avez. On va, tout simplement, faire des briefs édito avec une charte édito et le but, ça va être d'uniformiser le ton de voix entre tous les rédacteurs externes et ça peut être un peu difficile d'avoir plusieurs rédacteurs, avec un ton de voix uniforme. C'est pas toujours facile. On peut également utiliser l'IA. Alors là, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut créer un GPTs ou autre, autre agent IA, lui uploader ma charte édito, faire un prompt custom hyper détaillé pour lui dire exactement ce que je veux et il va pouvoir me reformuler mes contenus. Ça peut être une idée d'utilisation. Ça peut être aussi utilisé pour reformuler des contenus faits à l'origine par des humains, pour un petit peu mieux les aligner. Ou vous pouvez utiliser des outils spécialisés. Alors nous, chez SMJ, j'en parle un peu parce que c'est éventuellement intéressant pour vous. On a cette possibilité d'entraîner un ton de voix. C'est quasiment instantané, enfin ça va assez vite. Là, je vais par exemple uploader une dizaine d'articles de Dove et ça va lui suffire, il va s'entraîner dessus et ça va lui suffire à répliquer exactement le ton de voix. Alors, à noter que je peux aussi juste intégrer des PDF. Donc, si j'ai des PDF, justement, cette fameuse charte édito, je peux l'uploader ou des, ou des fichiers texte. Ça, si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir une démo, vous pouvez demander à nos équipes, c'est assez bluffant. Bref, tout ça pour dire qu'on a vu donc les 3 axes. Comment on va détecter les tendances avec le social media, comment on va ensuite analyser la visibilité en ligne et voir comment je peux améliorer ma réputation pour améliorer mon SEO. Et puis ensuite, comment je m'adresse à ma cible. Donc, en conclusion, peut-être un petit mot de la fin. Alors, le mien, il est assez clair en fait, hein. C'est quelque chose que je dis depuis toujours. Il faut absolument renforcer et encourager les synergies entre les équipes RP et SEO. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles ce sont des pôles séparés qui communiquent très peu, alors qu'il y a vraiment de grandes choses à faire ensemble et qu'une meilleure communication permettrait d'avoir de super résultats. Et pour toi, Christophe? Eh bien, moi, je vais parler d'intelligence artificielle encore, on en a beaucoup parlé, on en a parlé dans l'actualité énormément cette semaine. Ça pour vous dire très concrètement qu'il faut bien réaliser que vous servir, en amont et en aval. Je m'explique. L'IA, qu'elle soit générative ou les IA de tri des mentions et de captation des mentions, vont vous permettre d'enrichir déjà vos requêtes en amont. Les requêtes qui vous servent à surveiller des tendances, elles vont pouvoir être très précises et vous faire penser à des mots-clés auxquels vous n'aurez pas forcément pensé, hein. Par exemple, dans le domaine de la cosmétique, à des hashtags, à des personnalités. Donc, on l'utilise en amont et on l'utilise beaucoup aussi en aval au niveau de la synthèse, hein. C'est assez bluffant aussi pour l'analyse des tendances parce que ça va pouvoir résumer énormément d'informations. On les a utilisés récemment pour les grandes tendances autour des élections américaines. C'était un contenu très hétérogène et avec un volume énorme et ça a permis des synthèses absolument fantastiques au niveau de l'impact de médias de certaines tendances. Donc, n'hésitez pas, hein, à utiliser l'intelligence artificielle avec ses différentes déclinaisons, machine learning, deep learning, pour augmenter vos performances en termes de création de contenu. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, super, merci beaucoup Christophe. Et du coup, c'est chouette, il nous reste un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Alors, il y en a qui sont peut-être, qui vont peut-être être assez rapides. Tiens, je te laisse la main sur la question de Ludovica. Est-ce que vous avez de la data sur Pinterest aussi? Ah oui, parce que c'est vrai que l'étude que j'ai citée en début, en introductif, sur l'usage des réseaux sociaux pour rechercher l'information, il n'y avait pas Pinterest. Alors, ça n'a pas été enquêté, Pinterest. Il faudrait que je recherche, hein, de mon côté. J'ai pas, à ce niveau-là, j'ai pas de données en tête sur Pinterest, mais je me le note et on peut revenir vers vous pour préciser les choses sur ce réseau social-là. Oui, et puis j'imagine, Pinterest, ça dépend beaucoup de la niche. C'est-à-dire Mm. que sur tout ce qui va être oui, beauté ou déco, food,
Ça va être les trois axes principaux. Peut-être sur d'autres secteurs, ce sera beaucoup moins visible. Donc, écoute, merci. Une question, alors Damien qui nous demandait quid de LinkedIn. Je pense que c'était avant que tu parles de LinkedIn dans tes slides, mais oui, vous analysez aussi évidemment les mentions. Alors LinkedIn, on analyse à 2 niveaux, en own media, c'est-à-dire vos propres comptes LinkedIn ou ceux des concurrents qu'on va pouvoir analyser. Et puis on analyse aussi les mentions les mentions entreprises en earned media, donc sur LinkedIn, parmi d'autres réseaux sociaux, bien entendu. Super. Eh ben, merci. Question de Camille, la grande question, Ah ouais. j'ai envie de dire, comment on fait Mmh. pour être référencé dans les recherches via IA? Alors en fait, on est toujours en train de décrypter ça, hein, mais ce qui ressort de quasiment toutes les études, c'est que globalement, si vous êtes bon en SEO, vous allez ressortir sur les IA génératives. Les IA génératives, hein, elles prennent généralement ce qu'elles trouvent sur la SERP, ou alors ce qu'elles ont en mémoire de leur base de données d'entraînement. Mais ça, du coup, si vous êtes un nouvel acteur, tant pis. Mais vous pouvez ressortir sur la SERP en SEO. Ça ne fera qu'aider votre visibilité dans les recherches IA. À noter qu'il y a deux types, hein. Il y a l'IA, style les gens qui vont sur ChatGPT taper une recherche, ou sur Perplexity ou autre. Et il y a un autre type d'IA, c'est AI Overview. Donc, c'est l'inclusion d'un snippet IA auto-généré dans Google, qui est actif aux États-Unis, pas encore chez nous. Et là-dessus, c'est un peu différent. Si ça vous intéresse, on a fait, là encore, un webinaire complet dédié à AI Overview et dans lequel on a analysé des milliers de requêtes pour essayer de comprendre un petit peu les patterns. Hop, donc ensuite, sur les questions, tiens, je te laisse la main sur celle-là, Christophe. Alors pour faire le social listening, toutes les vues que j'ai montrées, c'est à travers notre outil chez Inclusive, Inclusive Social, enseignement Digimind Social, hein, qui est kit social listening, qui bénéficie aussi de toute la force des produits d'Inclusive, puisqu'on peut y intégrer maintenant plus de médias, notamment traditionnels et mainstream. Donc on va surveiller, que ce soit en earned media ou en owned media, un certain nombre de réseaux sociaux qu'on fait évoluer toujours, hein. Je vous le disais en introduction, c'est très mouvant. Donc, on a intégré Blue Sky il y a quelques mois, Threads, c'était dès la création, Xiaohongshu, Little Red Book aussi. Donc, on suit toujours l'actualité pour intégrer les réseaux sociaux du moment, évidemment. Ok, super. Merci Christophe. On a une question. Quel serait le prompt le plus efficace pour parvenir à étudier les tendances comme sur la slide précédente? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est le moment où je parlais de la stratégie édito. Il y a pas mal de... Moi, je vous conseille plutôt qu'un prompt. En vrai, il y a des GPTs faits par des experts SEO qui fonctionnent très très bien pour faire des structures de stratégie édito, des structures de cocon sémantique. Moi, je conseille souvent celui de Vincent Terrazi qui fonctionne très très bien. Vous pouvez le rechercher et faire des tests avec. C'est déjà assez bluffant. Alors, Marion qui demande bonjour, et sur des marchés de niche en B2B et en France? Oui, peut-être c'est une question liée au fait qu'on a parlé, par exemple, dans ton exemple, tu prenais Nike, c'était évidemment un exemple qui parlait à tout le monde, mais sur des niches un peu plus confidentielles et sur des marchés plus réduits, est-ce que ça marche aussi de faire du social listening, par exemple? Oui, nous, on a beaucoup de clients B2B, hein. Je pense à des marques, parfois, il y a des marques de machines-outils ou de produits médicaux qui sont destinés aux professionnels. En fait, la démarche va être un peu la même. On ne va pas avoir évidemment le même volume de conversation et les mêmes cibles, mais on peut détecter des tendances. Ce ne sera pas sur les mêmes réseaux sociaux, donc ce sera
sur beaucoup de forums spécialisés, je pense notamment quand c'est dans le domaine de la santé médicale, mais ça fonctionne aussi. C'est juste qu'on va explorer davantage de sources, de médias sociaux, d'espaces de discussion moins connus, moins majeurs que pour les produits de grande consommation. Donc on va intégrer notamment des forums, des sites d'avis consommateurs énormément pour ce type de marché. Eh ben, parfait. Allez, on va peut-être en prendre quelques-unes en plus. Tiens, j'ai une question de Marine. Quels outils pour voir les concurrents? Alors, c'est peut-être lié à ma slide où je montre Ahref pour l'analyse des concurrents, l'analyse de leur contenu. Vous pouvez utiliser SEMrush aussi. Si vous êtes en gratuit, que vous n'avez pas de contenu, faites déjà, enfin pardon, vous n'avez pas d'outils, faites déjà une commande site de points. En vrai, la commande site de points, elle fonctionne toujours très bien. Elle vous dit quels sont les contenus indexés. Donc, vous faites site de points, espace, votre mot-clé, espace, after 1er janvier 2024, par exemple, ça vous donnera tous les contenus indexés par votre concurrent depuis un an sur le mot-clé que vous avez mis. Voilà. Il y a des astuces comme ça que vous pouvez utiliser pour contourner un petit peu. J'utilise Ahref parce que ça va plus vite. Alors, alors, question de Géraldine. À l'ère des IA génératives, pensez-vous vraiment que produire des contenus informatifs on-site a encore un intérêt? Alors, c'est une question évidemment qui est légitime, mais en fait, à l'heure actuelle, oui. Alors déjà parce que les parts de marché, même si les IA génératives prennent de la place, mais les parts de marché restent sans commune mesure avec un Google. On l'a montré en introduction, Christophe, Google domine encore largement. Et puis la deuxième raison, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes bon sur la SERP, vous allez apparaître dans les réponses d'IA génératives, puisque souvent elles citent leurs sources. Et on voit, hein, il y a des e-commerçants, là même chez nous, qui commencent à avoir des conversions de gens qui arrivent chez eux depuis un chat GPT, par exemple. Mais parce qu'à la base, elles avaient produit des contenus experts. Donc, en fait, il y a une synergie intéressante. Eh bien, écoute, je pense que c'est bon, Christophe. On a fait le tour. On arrive à midi pile. Impeccable. Eh ben, merci encore à toi, c'était super Merci Charlie, merci instructif. pour l'invitation. Et puis merci à tous d'avoir répondu présent nombreux aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Vous aurez le replay disponible sous quelques jours. Puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci à toutes et à tous. Au revoir.